Bien très bien, on peut avancer. Alors, quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Spurs 2024? Je prends un truc sur Victor parce qu'évidemment, j'ai dû me retenir de ne pas faire 5 stats sur Victor parce que ça aurait été très facile pour commencer. Et au-delà de ça, moi, j'en ai plein des stats. Ouais. J'en ai vraiment plein. Et une stat que j'aurais jamais imaginé donner avant le début de la saison, c'est le nombre de contres, en fait, tout simplement. Ouais. 4,26 contres par 75 possessions, ce qui est numéro 1 dans la ligue, on peut s'en douter. Voilà, c'est Victor Wembanyama, meilleur contreur de la ligue, le plus prolifique, etc. Et en fait, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens attendaient. Et moi, je me souviens qu'au début de la saison, j'étais un petit peu presque pédant, en fait, avec les Français qui parlaient de ça. Et je disais, mais franchement, les comptes, on s'en fiche. Enfin, c'est pas ça qui est important, c'est pas le nombre de comptes, c'est impressionnant, d'accord. Et j'expliquais à chaque fois, de toute façon, les comptes, c'est une stat qui est surestimée. À chaque fois, le ballon, il part dans les tribunes. Les mecs perdent la possession. En fait, on imagine que c'est l'action défensive ultime, mais dans beaucoup de cas, un adversaire finit par récupérer le ballon et tu peux même du coup encaisser peut-être 3 points au lieu de 2, tu finis par encaisser tes points, donc au final c'est pas une action qui est à tant d'intérêt que ça. Genre souvent mieux vaut bien altérer un tir et sécuriser le rebond plutôt que de contrer à la Hassan Whiteside par exemple. Ouais. Qui Oui, c'est surtout ça en fait, c'est le côté un bon contreur ne veut pas dire un bon défenseur en fait, hein. Parfois c'est pas la même chose, quoi. C'est ça, exactement. Et là, pour le coup, Victor, c'est un bon contreur. Parce que pour moi, Hassan Whiteside, tu vois, c'est un contreur prolifique, mais je sais pas si c'est un bon contreur. Et la différence, c'est que Victor, justement, c'est un bon contreur parce que ce qui m'impressionne, c'est que sur ses contres, il en garde 62,4%. Donc 62,4% des contres qu'il fait, il garde le ballon. Et ça, c'est vraiment donc top 1 de la ligue. Top 1 depuis qu'on a ce métrique qui est donné par Basketball Index. Et genre, c'est vraiment top 1 dans le sens, il y a un fossé entre lui et le reste de la ligue qui est dingue, qui rappelle un peu, tu vois, Bill Russell, Oui. quand tu as les highlights de l'époque où il gardait la possession et tout ça. Et en fait, justement, c'est ça qui m'a... Si je donne la stat, c'est parce que ça m'a fait un petit choc, parce que Victor m'a réconcilié avec le contre. Parce que moi, j'étais vraiment là en mode, le contre, c'est surestimé. Et Victor commence à contrer et tous ses comptes sont bons. Il mène à des attaques de transition sur lesquelles les Spurs marquent pas mal de points. J'ai pas la stat du nombre de... C'est un peu trop précis, mais du nombre de points marqués par les Spurs sur des transitions lancées par les comptes de Victor. Mais j'en ai vu beaucoup cette saison. Et en fait, vraiment, t'as ce truc de... C'est un contreur quantitatif. Voilà, 4,26 comptes par 75 possessions. On peut aussi dire qu'il contre 82% des tirs qu'il conteste au panier. Donc il y a vraiment ce truc de... Si tu vas au panier contre Victor Wembanyama, il faut quand même s'attendre globalement à ce qu'il compte ton tir. Et puis il y a cette possession qui garde 62,5, qui est donc déjà défensivement un énorme avantage. Et en plus, offensivement parlant, du coup, je trouve que c'est quand même un gros avantage en fait de pouvoir avoir ce mec-là qui lance des transitions instantanées. En fait, dès que l'attaque a pris son tir, lui il récupère la balle, il lance sa transition. Et les Spurs, qui sont une des équipes les plus rapides de la ligue, en fait, ils se régalent là-dessus. Donc, c'est peut-être pas la stat la plus importante de la saison de Victor, parce que c'est jamais qu'un seul aspect du jeu, une action précise. Et comme on l'a dit, vraiment, on insiste là-dessus, être un bon contreur, c'est pas tout un bon défenseur. Il y a tellement plus de choses dans la défense et beaucoup plus de choses plus importantes que les contres. Mais pour le coup, je trouve que Victor, quand on parle des meilleurs contreurs de la NBA et potentiellement des meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA, on sait que Victor il va se positionner là parce qu'il a vraiment tout, la quantité, la qualité, la réflexion, et pour lui, c'est un art, quoi. Donc, moi, je voulais donner cette stat-là parce qu'on en fait des caisses par rapport à ça, et je trouve que pour une fois, c'est justifié. Ouais, pour une fois, on a raison. Non, mais effectivement, ça, comme tu dis, en fait, être un bon contreur ne veut pas forcément dire que tu es un bon défenseur. Être un contreur d'élite ne veut pas forcément dire que tu es un défenseur d'élite, en tout cas, plutôt. Et en effet, il y a, il y a un aspect où, tu sais, tout ce qui est un peu playmaking défensif, souvent on regarde un peu... en fait, le box score ne mesure que le résultat final. Mais tu sais, on a parfois pareil avec les interceptions, où tu as des mecs qui font beaucoup d'interceptions, mais pourquoi? Mais parce qu'on a dans le box score, il n'y a pas l'efficacité d'interception, en fait. Et en l'occurrence, t'as des mecs qui font beaucoup d'interceptions parce qu'ils font beaucoup de paris défensifs, le fameux gamble, hein, comme ils disent les Américains. Et donc, c'est-à-dire que, oui, ils ont fait 3 steals sur le match, mais parce qu'en fait, ils ont tenté 6 fois, 7 fois, 8 fois, et donc 3 fois ils ont réussi, mais 4 fois, en fait, ils sont meilleurs de position, et ça a coûté à leur équipe. Donc, évidemment, je prends un exemple comme ça, très caricatural, mais pour donner un peu l'idée, pour que vous voyez un peu ce dont on parle. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, compromis parfois, ou en tout cas il y a une certaine efficacité qu'on voudrait calculer, et qu'il y a des fois le mec qui fait beaucoup de styles ou beaucoup de contres, mais parce qu'il va pour la stat, un peu, entre guillemets, et que la stat en elle-même ne dit pas tout. Ça raconte pas l'ensemble, qu'est-ce qu'il a fait sur les possessions où il s'est manqué, ou les possessions où il ne fait pas le contre. Mais là où je te rejoins, c'est que
j'ai pas du tout cette impression avec Wembanyama, quoi. J'ai pas du tout l'impression que c'est un mec qui va aller chercher de la stat entre guillemets, qui va chercher ce genre de contre. Et par contre, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que c'est pas en fait, il a un don naturel. Alors, on va bien sûr parler de la taille, de la longueur de bras, etc. Mais pour moi, il y a deux éléments qui le séparent un peu de la moyenne. Allez, peut-être trois. Bon, premier, c'est l'élément cérébral. Le côté, il comprend le jeu, il a des instincts, donc il sait exactement où il faut aller. Voilà, il a le sens du jeu, comme on dit. Donc ça, c'est un premier élément. L'aspect cérébral, c'est pas juste la longueur, c'est cérébral. Le deuxième, c'est aussi l'agilité. Parce que tu vois, pour aller d'un côté puis de l'autre ou se retourner ou ce genre de choses, bah, il y a cette agilité, hein. Donc c'est pas juste le mec qui est grand, c'est aussi qu'il est agile, et c'est même une anomalie d'agilité de ce point de vue-là. Et puis le troisième, qui n'est sans doute pas assez mis en avant sur des contreurs, la coordination main-œil, qui pour moi est même l'aspect fondamental, et c'est ce qui sépare un mec qui est juste grand et qui va faire beaucoup de fautes parfois, mais parce qu'il tente beaucoup, avec Wembanyama et avec des contreurs d'élite. En fait, ils ont cette coordination main-œil, entre guillemets, hein, de bien savoir viser en fait avec leurs mains. Et Wembanyama, il a des longs bras, ok, il est agile, il sait réfléchir sur le jeu, il sait où il faut aller, mais il a aussi une coordination main-œil qui est absolument phénoménale, parce que là où on la voit le plus, notamment, c'est quand il fait des contres en se retournant, tu sais. Quelqu'un l'emmène d'un côté, ouais. Il est obligé de se retourner, et sans regarder, en fait, il met la main, ou en regardant à peine, il met la main, et la main va sur le ballon, quoi. Elle va pas sur le bras, ou elle va pas sur l'épaule. Cette coordination main-œil, c'est le signe des très très grands contreur et protecteur de panier de NBA, et je pense que Wembanyama, il a ça aussi. C'est pas juste qu'il est grand et long, il a ça aussi, quoi. J'en ai beaucoup parlé pendant toute la saison parce que c'était vraiment un aspect qui me fascinait, cette capacité à garder le ballon et à contrer de manière intelligente, et en fait juste à défendre, hein, mais beaucoup sur les contres, parce qu'on en parle beaucoup, et j'ai bien aimé justement essayer d'expliquer pendant la saison pourquoi est-ce que Victor était un peu différent encore une fois, de Whiteside, hein, parce que je donne Whiteside comme exemple parce que quand tu regardes le nombre de contres pour 75 possessions, sur les 10 dernières années, le top 3, c'est simple, c'est 2 saisons de Whiteside et c'est Victor Wembanyama. Ouais. Donc c'est des contreurs aussi prolifiques. Mais Whiteside, par exemple, avait pas ça. C'était un contreur, beaucoup plus irresponsable, entre guillemets. Il cherchait clairement le contre, en fait. Ouais. Donc quand ça passait pas, en fait, le mec d'en face avait un panier facile. Alors que Victor, c'est un peu l'inverse. De toute façon, même s'il contre pas le panier, il le conteste. Donc dans quasiment tous les cas, le contre pour Victor, c'est pas une finalité, mais quand il peut le placer, il le place, et il le place de manière intelligente. Et quand tu parles de la coordination main-œil, c'est intéressant parce que quand je lui en ai parlé à Victor de ça, en fait, il m'a expliqué que pour lui, évidemment, à l'entraînement, c'était un axe de progression majeur et qu'il travaillait là-dessus. Ouais. Et c'est ce que beaucoup de gens, en fait, beaucoup de gens n'y réfléchissent pas. Mais on se dit, Victor, en fait, il compte des tirs parce qu'il est grand, parce qu'il a des longs bras, parce que c'est ce que les gens font, en fait, en NBA. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel Victor travaille, au même titre que son tir, au même titre que son dribble, etc. Pour lui, c'est une qualité technique aussi sur laquelle il bosse. Et ce que je veux juste rajouter par rapport à toute cette histoire, c'est quand tu parles d'agilité, du coup, je mets la mobilité là-dedans, ouais. Qui est extrêmement importante aussi parce que Victor est en train de dérégler les outils statistiques qu'on a. Là, je lisais un article récemment sur The Athletic de Tim Cato qui interviewe notamment Todd Whitehead qui bosse pour Synergy. Et Todd disait dans son truc que chez Synergy, ils étaient un petit peu dans une impasse parce que Victor est en train de casser leur mesure du degré d'ouverture des joueurs. Ouais, tout leur modèle de statistiques et de data visualization, là, de mesures, de tracking data, tout ça, il est en train de tout casser, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, en NBA, on mesure à quel point les joueurs sont ouverts par rapport à la distance avec un défenseur. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de fois d'ailleurs, la plupart des fois où il a fait des comptes à 3 points, en fait, Victor, il était dans la raquette, il y avait un mec dans le corner, par exemple, et Victor, il partait de là, et il allait contrer ce tir. Donc déjà, c'est un premier truc qui biaise. Et en plus, il saute, il s'incline. Et donc, il y a beaucoup de tirs que Victor a contrés, alors que techniquement, sur la position de ses pieds, si tu mesures par rapport à ça, le tireur était ouvert, en fait. Donc, Victor contre les tirs que lui-même laisse ouverts. Il est vraiment, en fait, en train avec cette mobilité-là qui est exceptionnelle, cette longueur, encore une fois, qui est exceptionnelle, il est en train de casser les outils statistiques et de tracking qu'on a. Et en fait, c'est incroyable. Et ça fait vraiment de lui cette arme fatale de défense, parce que quand tu vas contrer un tireur qui est ouvert et que toi-même tu laisses ouvert, en fait, ça te donne une portée défensive qui est juste exceptionnelle. Donc ça rentre aussi là-dedans. C'est Victor Wembanyama, quand on dit qu'il va changer le basket, que c'est un talent générationnel et tout, ça se passe avant tout en défense. Et aujourd'hui, c'est déjà un défenseur qui fait partie de l'élite de l'NBA, top 3 sans doute de la NBA aujourd'hui. Et il est vraiment en train de faire des choses qu'on n'avait jamais vues avant. C'est pas une question de dans 10 ans, il va dominer la ligue défensivement. Il domine la ligue défensivement dès maintenant.
Donc je pense que c'est vraiment le point d'orgue pour moi de la saison de Victor. Ouais. Ça commence par les contres et ça va dans plein d'autres domaines. Et je suis super impressionné par ça. Je m'attendais pas à ce qu'il domine à ce point en NBA dès sa première année. Autre petit truc et astuce pour vous, chez vous. Comment est-ce qu'on illustre aussi bien cette coordination main-œil, ou est-ce qu'on arrive à la lire concrètement, statistiquement? Bon, alors, déjà, on peut la voir en match, hein, évidemment. Vous regardez le placement des mains, vous regardez le nombre de comptes, ça se voit. La précision des mains, je veux dire. Mais tu vois, un truc intéressant, il fait pas tant de fautes que ça, aussi. Et tu vois, quand on compare dans les mêmes colonnes les chiffres de block percentage et de steal percentage, bah, finalement, on voit très concrètement ceux qui sont bons là-dessus, notamment en tête de la ligue actuellement, Wembanyama et Walker Kessler, qui est aussi phénoménal là-dessus, la coordination main-œil sur les contres. J'en ai parlé dans l'épisode sur Utah, mais les deux sont très bons, donc c'est-à-dire plus 5% de block percentage. D'ailleurs, Wemby il est à 6 et en fall percentage ils sont à peine au niveau des 3%. Pour vous dire, c'est très bien, hein. On n'a pas l'échelle en tête, mais c'est très bien. Par contre, tu vas prendre du Gafford, il est quasiment à 5% de fall percentage, ce qui est beaucoup plus bas dans l'échelle des valeurs et des pivots. Tu prends des Paul Reed, plus de 5% de fall percentage, Dayron Sharp aussi, qui est très jeune. Alors là, t'as plein de... Voilà, on peut lister plein de noms, mais Miles Turner aussi, qui a un 4% de fall percentage, mais Gafford, c'est le meilleur exemple pour moi, parce que moi, j'aime beaucoup son potentiel, énorme, très long, il a aussi de la technique, mais il n'a pas autant cette coordination main-œil, il n'a pas cette même discipline, alors qu'un mec comme Wembanyama, il l'a, quoi. Donc effectivement, là, je te rejoins totalement. Et en plus, si tu confirmes qu'auprès de l'intéressé, il t'a confirmé que lui, il bossait ça, oui, c'est un vrai skill. Même s'il y a un côté qualité intrinsèque, tout le monde ne peut pas être élite là-dessus, il faut avoir aussi un capital de base, mais lui, il l'a. Donc voilà, c'est évidemment très bien. Qu'est-ce que tu pensais, toi, du fait que sur le tard, là, sur fin de saison, il est un peu dans la discussion défenseur de l'année? Comment tu trouves un peu ce genre de discussion? En fait, je trouve que déjà, je pense que le débat, moi, il m'intéresse pas tant que ça, tu vois. Qui est le meilleur défenseur de la NBA? Pour moi, la question, c'est à quel point tu es un bon défenseur. Parce que ce soit Wembanyama ou pas, en fait, le problème, les gens s'en souviendront pas parce qu'ils regardent que les awards, malheureusement, c'est la question de à quel point est-ce qu'il était proche du défenseur de l'année, ou à quel point le second était proche, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop intéressé par ce genre de choses, mais je ne peux que lire tout ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Et je trouve déjà le débat un peu ridicule parce qu'il se fait à base d'arguments tout pourris, pour être honnête. Genre, il y a eu ce dunk de Christian Braun sur Rudy Gobert. Et depuis, on est en mode, regardez la possession que Christian Braun a fait contre Victor Wembanyama, où il ressort la balle à l'extérieur, etc. Mais le pire, c'est, sur cette action, ce qui me frustre, c'est que, d'accord, ok, Braun, il va dunker sur Gobert. Mais ce qui se passe avec Christian Braun, c'est qu'il fait la passe à l'extérieur contre les Spurs, parce que les mecs qui sont autour de Victor, ils sont pas du tout en train de défendre sur la ligne extérieure. Ils sont tous tournés vers Braun alors qu'ils vont rien faire sur l'action. Alors juste pour poser le contexte, hein, effectivement je vois de quoi tu parlais. Je t'en prie, vas-y. Il y a une vidéo qui a tourné où en fait Christian Braun à Denver va au poster 2 fois la même action, donc une fois contre Gobert, une fois contre Wembanyama. L'extrait contre Gobert, il va au dunk parce qu'effectivement Gobert hésite un peu et donc il va au dunk, et contre Wembanyama même à Denver pareil, même image, sauf que cette fois il fait le kick out en fait. Et donc c'est un peu là-dessus que tu dis, les gens superposent les deux vidéos et disent regardez Wembanyama, il fait plus peur que Gobert, quoi. C'est ça, et en fait, t'as ce truc, moi je trouve ça trop ridicule parce que il fait la passe du coup à l'extérieur à Nikola Jokic, et il fait cette passe-là aussi parce que donc il y a personne sur la ligne, et parce que il y a personne qui défend Nikola Jokic, il est 100% ouvert, alors que contre les Wolves, le reste de la défense est organisé et justement veut retirer ce kick-out à Christian Braun. Donc, et en plus, du coup, sur action, les Spurs, ils prennent 3 points parce que Jokic, il met son 3 points ouverts. Alors que les Wolves, ils n'encaissent jamais que 2 points. Je trouve que le débat, il se fait à base de trucs un peu malsains. C'est un peu mon problème avec cette discussion. Maintenant, pour avoir beaucoup regardé les Wolves de Rudy Gobert, pour moi, je pense que Victor est pas encore au niveau de Rudy, en fait. Parce que les gens, ils ont envie de jouer avec les stats qu'on donne, justement, ces contres, les interceptions, le fait que les Spurs soient une défense, genre, merveilleuse avec Victor par rapport à quand Victor n'est pas là. Mais c'est aussi parce que qui est-ce qui est derrière Victor Wembanyama? C'est Zach Collins. C'est parfois Dominique Barlow sur la saison, parce qu'il y a eu des blessures de Zach Collins. Ouais. Ça a été parfois même Sandro Mamoukelashvili. Donc, no offense à tous ces mecs-là, que en plus j'adore en vrai. Mais tu peux pas comparer ça avec du coup la rotation défensive des Wolves, qui est beaucoup plus complète en termes de compréhension du jeu, et même genre Naz Reid, c'est pas le défenseur de l'année, hein, mais il est capable, et surtout il est comment dire, il est coaché de sorte à ce qu'il puisse avoir un impact relativement positif en défense. Donc en fait, à ce truc les gens essaient d'évaluer des choses, de comparer des choses qui ne sont pas comparables.
la situation de Victor aux Spurs et la situation de Gobert aux Wolves, elle n'est pas comparable. Donc il faut juste regarder le terrain et essayer de déterminer soi-même, un peu passer le A-test pour le coup, parce que surtout défensivement, les stats, ça suffit vraiment, vraiment pas. Et au A-test, pour moi, en fait, Gobert, il est encore vraiment au-dessus de Victor. Et je pense que les gens, ils en font trop parce que, justement, pour Victor, il y a plein de chiffres, il y a plein de highlights, comme celui de Christian Brown, c'est ça que je voulais dire au début, c'est qu'ils ont plein d'arguments tangibles et faciles à distribuer qui font qu'ils ont envie de lancer cette discussion. En fait, pour moi, il y a pas de vrai débat. Victor, c'est quand même, je pense, le deuxième meilleur défenseur de la Ligue à ce moment-là. Il aura des votes. Il aura des votes pour la première place aussi, il n'y a pas de doute. Mais pour moi, en tout cas, Gobert, c'est le numéro un. Et c'est pas indiscutable, hein, mais pour moi, c'est quand même, ça va clairement en sa faveur, quoi. Ouais. Je pense que le débat est un peu ridicule et un peu prématuré quand même. Ok. Je pense aussi, et en fait, pour moi, il y a une question aussi philosophique de est-ce qu'on prend le niveau actuellement en fin de saison, ou alors est-ce qu'on prend l'ensemble de la saison. Et c'est aussi une tendance on va en discuter aujourd'hui, je pense, longuement, mais en fait, on a vu des progrès semaine après semaine, mois après mois, des progrès déjà fulgurants, mais des progrès même inédits. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un prospect et un joueur à ce point évoluer entre le mois d'octobre et le mois d'avril, en fait. Donc, tu vois, même là-dessus, on se posait aussi la question au niveau du All-Star Game, par exemple, où il avait déjà beaucoup évolué. Et moi, c'était un peu mon truc au All-Star Game où je disais, ouais, actuellement, oui, il est très bon, mais il l'a pas été sur toute la saison. Et je pense qu'on a un peu ce raisonnement avec, philosophiquement, globalement, sur toute l'année, où le niveau où il est actuellement en fin d'année, alors, surtout offensivement, mais même un peu défensivement, pour moi, c'est pas le même joueur qu'on avait en octobre, quoi. Donc, il y a à ce point une différence parce que il a à ce point aussi progressé. Mais oui, je te rejoins que pour l'instant, je le mettrais quand même un peu derrière Rudy Gobert. Mais je peux comprendre aussi, on va dire, le grand public qui s'enflamme un peu parce que je pense qu'on est quand même parti pour quelques-uns, quoi, de trophées. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment ce truc pour tous les awards, ça marche comme ça, hein. C'est les mecs qui font un gros run de fin de saison. Souvent, ils commencent à monter dans la discussion. Et c'est aussi le rôle, justement, des votants, normalement, hein, s'ils font les choses bien. Mais bon, après, Stephen A. Smith a un vote. Donc, j'ai pas des attentes démesurées non plus par rapport à ça. Mais c'est aussi ça de mettre les choses dans leur contexte. Et quand tu regardes le début de la saison, Victor, il était un beaucoup moins bon défenseur. Il était vraiment pas mauvais, évidemment. C'est Victor Wembanyama dont on parle. Donc défensivement, c'était un petit peu la seule certitude quand il arrivait en NBA, c'est qu'il allait quand même être relativement solide. Donc il était bon, hein, dès le début. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il faisait au début. Ouais. Il faut vraiment se souvenir qu'avant la série de peut-être 20 matchs sur laquelle ils sont depuis le mois de février et sur laquelle les Spurs sont vraiment meilleurs, et encore une fois, surtout offensivement, mais même quand tu regardes défensivement, depuis le All-Star Break, c'est la 14e défense de la Ligue. Avant, ils étaient plutôt dans le bas, en fait. Ouais. Donc évidemment, quand tu regardes la deuxième moitié de la saison, ils sont beaucoup plus intéressants. Victor est beaucoup plus intéressant et tu as envie de lui donner le défenseur de l'année. Et s'il avait fait toute la saison comme il joue maintenant, je pense qu'il aurait une place différente dans ma tête pour les votes dans les awards. En vrai, il serait All-NBA Team peut-être. Il serait peut-être Deep Boy, je suis pas sûr, mais potentiellement, en tout cas, il y aura beaucoup plus de débats que là tout de suite. Mais encore une fois, en fait, les gens ne veulent pas penser à cette époque où ils ont perdu 18 matchs d'affilée. Et dans ces matchs-là, il y a eu beaucoup d'erreurs de Victor aussi. C'est un rookie, c'est normal. Mais il faut les garder en tête. En fait, quand tu évalues la saison d'un joueur, il faut les garder en tête. Ouais. Ce moment-là, il est arrivé aussi. Et ce qui se passe maintenant, ça compte pas plus. Et je trouve que les gens ont tendance à, justement, dans ce truc de la culture de l'instant, en plus, ajouter une indulgence supplémentaire quand tu parles d'un rookie ou d'un joueur âgé. Ça compte pas le début parce que c'est un rookie, il a besoin de son adaptation et tout ça. Bah, si, ça compte quand tu évalues sa saison, ça compte. Tu peux pas donner un trophée à un mec sous prétexte que le début de saison compte pas parce que c'est un rookie, il s'adaptait. Il y a pas d'excuse. Si tu veux jouer dans la cour des grands, il y a pas d'excuse. Et donc, il y a pas d'excuse qui justifie cette série de défaites. Les moments en début de saison où ils ont encaissé 150 points contre Indiana et Victor a pas été brillant dans ce match-là. Donc, il faut prendre ça en tête. Il faut pas juste se baser sur un highlight de Christian Brown. Et la saison prochaine, je pense qu'il sera peut-être Deep Boy. Et c'est clairement un joueur qui va peut-être gagner je sais pas, 5-6 Deep Boy dans sa carrière. Mais bon, on peut attendre au moins une saison. Ça va. Tu vois, il est pas pressé, je pense. C'est un phénomène classique d'impatience avec les jeunes joueurs. À la fois indulgence et aussi impatience. Donc c'est tout à fait classique. Mais en effet, tu dis aussi, il faut être indulgent dans le référentiel du développement du joueur. Mais par contre, quand on mesure ce qui s'est passé sur la saison, oui, certes, il était que à 14 sur 20 parce qu'il était jeune, mais c'est pas parce qu'il était jeune que du coup, le 14 sur 20 devient un 19 sur 20, juste par indulgence, quoi. Donc quand on mesure ce qui s'est passé, je te rejoins effectivement.
Après, ce qui est dingue, c'est en effet ce potentiel, quoi. Je pense qu'on va avoir année après année des stats de la saison sur les Spurs. On va parler de, on va parler de Wembanyama. Mais ok pour sa défense. Bon, je pense qu'on pourrait faire 2 heures sur la défense de Wembanyama. Donc, essayons de nous limiter. Je pense qu'on pourrait faire aussi 10 stats de la saison sur Wembanyama. D'ailleurs, on aurait peut-être dû le faire. mais moi, j'aurais pu, sincèrement, mais... Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.